Pour élever un nombre complexe au carré, on élève le module au carré, ce qui étire dans le sens radial et rapproche de l'origine les points qui sont à l'intérieur du cercle unité. Ensuite, on double l'argument. Je dis ensuite, mais naturellement on peut le faire dans l'autre sens. Doubler d'abord l'argument, ce qui étire les petits cercles dans le sens des cercles centrés à l'origine, et ensuite élever le module au carré. Si on fait les deux en même temps, la conformité est préservée tout au long, et petits cercles restent des petits cercles. Nous allons itérer l'opération Z donne Z2 plus C pour une valeur particulière de C que nous avons choisie d'une façon que nous allons vous expliquer dans une minute. On part donc d'une valeur initiale Z, on l'élève au carré, ce qui consiste à élever le module au carré et doubler l'argument. Et on ajoute la valeur choisie de C. Et maintenant, on prend le point d'arrivée comme nouvelle valeur initiale et on recommence. Donc, ρ donne ρ2, θ donne 2θ, plus C. ρ donne ρ2, θ donne 2θ, plus C. Modulo carré, doublement de l'angle, plus C. Modulo carré, doublement de l'angle, plus C. On itère donc cette opération. On construit ainsi l'orbite de la valeur initiale. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Eh bien, ce qu'on constate sur cet exemple, c'est que le point sort de l'écran, l'orbite s'échappe. On va colorier cette orbite en bleu foncé. Prenons maintenant une nouvelle valeur initiale et construisons de la même façon l'orbite. Donc ρ donne ρ2, θ donne 2θ plus C, ρ donne ρ2, θ donne 2θ plus C, etc. Ce qui se passe ici, c'est que l'orbite cycle. Il y a un cycle formé de 3 points. On arrive toujours à parcourir ces 3 points. On colorie cette orbite en rouge. On a donc maintenant 2 orbites, une marquée en bleu foncé, l'autre marquée en rouge. Prenons une nouvelle valeur initiale. Regardons ce qui se passe. Cette orbite s'échappe. On la marque en bleu foncé. Reprenons une nouvelle valeur initiale. Cette orbite cycle, on la met en rouge. En prenant comme ceci un grand nombre de valeurs initiales, on obtient un grand nombre d'orbites, les unes bleu foncé, les autres rouges. Finalement, en prenant tous les points du plan comme valeur initiale, il se forme un dessin qu'on appelle le lapin. En termes techniques, ça s'appelle l'ensemble de Julia rempli du polynôme Z donne Z2 plus C. Regardons-le de plus près. Quand on se promène dedans, on voit partout la même figure. Une paire d'oreilles avec une grande oreille à gauche, une petite oreille à droite. On retrouve ces choses-là dans toutes les parties du bord du lapin et à toutes les échelles. Quand on zoome sur un point, essentiellement, on voit très peu de changements. Ce sont ces propriétés qu'on décrit en disant que le lapin a une nature fractale.
quand on en voit un détail, il est très difficile de savoir à quel endroit on est et quel est l'agrandissement qui a eu lieu. Ceci amène à se poser 3 questions. Qu'est-ce qui arrive au point qui s'échappe? Qu'est-ce qui arrive au point qui cycle? Et y a-t-il des points qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux comportements? Pour les points qui s'échappent, si on prend un point dans le bleu, son orbite, au bout d'un certain temps, sort de l'écran. Elle peut mettre un certain temps pour en sortir effectivement. Et à partir du moment où elle en sort, il va suffire de très peu de coups pour qu'on se retrouve finalement au-delà des quasars les plus lointains découverts récemment. Qu'est-ce qui arrive au point qui cycle? Remarquons d'abord que 0 est périodique de période 3. Le point 0, c'est le centre de symétrie du lapin, c'est aussi le point critique, c'est-à-dire le point où la dérivée s'annule. Son image, c'est C, puisque 0 au carré plus C, ça fait C. C s'envoie sur C2 plus C, qui retombe maintenant sur 0. La valeur de C a été choisie pour cela. Si on avait pris une autre valeur de C, on obtiendrait un autre ensemble de Julia rempli, marqué ici en rose. 0 aurait pour image cette nouvelle valeur de C, qui s'en irait sur C2 plus C, qui s'en irait sur C2 plus C au carré plus C, qui n'a aucune raison d'être 0. Et pour que ceci soit égal à 0, il faut modifier C de façon à obtenir précisément la valeur qui donne le lapin. Cette valeur, c'est moins 0,12 plus 0,74i à peu de choses près. Si on prend maintenant un nuage de points autour de 0, par la première opération, premier coup, ce nuage se trouve contracté au voisinage du point C. Les deux autres coups ont un effet légèrement dilatant, mais qui ne compense pas l'effet contractant du premier coup. Ceci est dû au fait que l'opération Z donne Z2, pour des Z petits, les rend extrêmement petits, et ensuite on ajoute C, ça donne donc un nuage qui se contracte autour du point C. Le nuage au total devient de plus en plus petit, de plus en plus ramassé. C'est ce qui assure le caractère attractif du cycle, qui est même, en l'occurrence, super attractif. Ceci signifie que, en approximation linéaire, l'opération Z donne Z2 au voisinage de 0 contracte tout sur un point. On peut colorier l'intérieur du lapin en fonction de la vitesse avec laquelle les points sont attirés par le cycle. On peut de la même façon colorier l'extérieur du lapin en fonction de la vitesse avec laquelle les points s'échappent. Troisième question, y a-t-il des points qui ne sont pas attirés par le cycle et qui ne s'échappent pas non plus? Parmi ceux-là, il y a les points fixes, c'est-à-dire ceux pour lesquels Z2 plus C égale Z. C'est une équation du second degré qui a deux racines, alpha et bêta. Si on prend le point moins alpha symétrique de alpha, il a la même image que alpha, ça veut dire qu'il tombe sur alpha et là il y reste. Maintenant, ce point moins alpha a lui-même deux images réciproques. Chacune d'elles est un point qui tombe sur moins alpha et ensuite tombe sur alpha et y reste. On peut continuer à itérer ce processus inverse. On obtient ainsi un grand nombre de points, en fait une infinité. Chacun de ces points est un point dont l'orbite finit par tomber sur alpha et y rester. Ce sont donc des points qui ne sont pas attirés ni par le cycle, ni par l'infini. On peut faire la même chose avec le point bêta. Le point moins bêta symétrique de bêta a pour image bêta, et une fois qu'il est là, il y reste. On peut faire l'itération réciproque à partir du point moins bêta, donc remonter le temps. On obtient comme ceci à chaque fois deux points, donc on a des points qui se multiplient à l'infini. Chacun des points qu'on obtient est un point dont l'orbite finit par tomber sur moins bêta et y reste. On peut également chercher les points périodiques. Si on prend les points périodiques de période 2, c'est-à-dire les points dont l'image en deux coups retombe sur le point initial, on trouve parmi ceux-là les points fixes, mais également un véritable cycle d'ordre 2, formé de deux points gamma 1 et gamma 2.
le point gamma 1 a pour image gamma 2, qui lui-même a pour image gamma 1. Maintenant, si on prend les points symétriques de gamma 1 et gamma 2, eh bien ces points-là vont tomber sur le cycle et y rester. Chacun de ces points-là a 2 points dans son image réciproque. On obtient comme ceci une infinité de points dont chacun tombe sur le cycle gamma 1 et gamma 2 et y reste. On peut refaire la même chose pour toutes les périodes. On obtient ainsi par ce procédé algébrique et par couches successives une infinité dénombrable de points qui ne sont attirés ni par le cycle attractif ni par l'infini. Mais en fait, il y a une infinité non dénombrable, comme on peut le voir de façon topologique. Si on prend un point dans le rouge, ce point-là est entièrement entouré de points rouges. Ça veut dire que l'ensemble des points rouges est ouvert. De la même façon, si on prend un point bleu, en zoomant sur ce point, eh bien, on n'y voit que du bleu. Si maintenant on prend une droite passant par un point rouge, cette droite va également contenir forcément un point bleu. Ce segment contient forcément un point frontière, et ce point frontière ne peut être ni rouge ni bleu. En faisant descendre le segment, on obtient ainsi une infinité non dénombrable de points frontières qui ne peuvent être ni attirés par le cycle, ni s'échapper vers l'infini. Afin de s'y retrouver dans cet ensemble compliqué, on va désigner ces différentes composantes, chacune par une adresse. Pour cela, regardons d'abord les 3 composantes centrales, U, V, W, celles qui contiennent les points du cycle attractif. Pour repérer un point dans la composante U, on fait l'opération suivante. On prend un petit secteur issu de l'origine et on prend ses images réciproques. Si on fait tourner ce petit secteur, il se passe à un moment quelque chose de particulier. Il s'aligne avec ses images réciproques et forme ce qu'on appelle des carottes. On obtient ainsi une graduation du bord de U de 0 à 1 par ce qu'on appelle l'argument interne, les carottes pointant sur les points d'argument interne 0, 1 quart, 1 demi, 3 quarts, etc. On va se servir de ce système pour donner une adresse à chaque composante qui va permettre de la désigner. Une composante directement attachée à U est désignée par l'argument interne du point où elle est attachée et le type 1 ou 2, 1 pour la petite composante qui se trouve à droite, voici par exemple la composante U 3 quarts 1, et 2 pour la grande composante qui se trouve à gauche. U 3 quarts 2, ça va désigner la composante qu'on obtient en prenant dans U le point d'argument interne 3 quarts, donc obtenu en faisant 3 quarts de tour, et à ce point-là, la composante de type 2 qui y est attachée. Les composantes V et W ont respectivement comme adresse U 0, 1 pour V et U 0, 2 pour W. Pour les composantes qui ne sont pas directement attachées à U, eh bien, on donne leur adresse en plusieurs coups. Par exemple, pour cette composante-ci, à partir de U, on prend le point d'argument interne 1,5, on prend la composante de type 1 attachée à ce point, dans cette composante, le point d'argument interne 1 quart, et la composante de type 2 attachée à ce point. Dans l'autre sens, on peut jouer au facteur, c'est-à-dire, étant donné une adresse, rechercher la composante désignée par cette adresse. Pour l'adresse écrite ici, on va donc prendre la composante U. Dans cette composante, le point d'argument interne 3 quarts. La composante de type 1 attachée à ce point. Dans cette composante, le point d'argument interne 1,5. La composante de type 2 attachée à ce point. Dans cette composante, le point d'argument interne 5/8. Et enfin, la composante de type 1 attachée à ce point.
Voici la composante désignée par l'adresse donnée. Ce système d'adressage est assez performant, car vous remarquerez qu'avec une adresse qui est finalement pas si longue, on finit par désigner une composante qui est minuscule. Et il y a des milliers de composantes de cette taille-là. Ce système d'adressage va permettre de nous donner une description de la dynamique du lapin, c'est-à-dire la façon dont les composantes s'envoient les unes sur les autres. La composante U s'envoie sur la composante V par doublement de l'argument interne. Si un rayon balaye la composante U, son image balaye 2 fois la composante V, elle fait 2 tours quand le rayon initial n'en fait qu'un. On obtient ainsi une application de U dans V qui n'est pas une bijection, c'est une application de type 2, 1. Chaque point de V a 2 points dans son image réciproque qui sont symétriques l'un de l'autre. La composante V, par contre, s'envoie sur W par une bijection. Et de nouveau, W s'envoie sur U par une bijection. Si on prend une composante attachée à U en un point d'un certain argument interne, ici par exemple 1/4, son image sera la composante de même type attachée à V au point d'argument interne double, ici 1/2. Son image suivante sera la composante attachée sur W, toujours de même type et d'argument interne 1/2. Ensuite, on obtiendra la composante attachée sur U, encore de même type et d'argument 1/2. Cette composante, c'est la composante W', symétrique de W, qui, comme W, a pour image U. Ensuite, eh bien, U s'envoie sur V par une application de degré 2. V s'envoie sur W, W s'envoie sur U, et ceci recommence indéfiniment. Si maintenant on prend une composante quelconque, eh bien, elle a une adresse, et il n'est pas difficile de trouver l'algorithme qui permet, étant donné l'adresse d'une composante, de trouver l'adresse de son image. Ensuite, en répétant cet algorithme, on trouvera l'adresse de toutes les composantes qui sont dans l'orbite de la composante d'où on est parti. Cette orbite tombe toujours en un temps fini sur le cycle de composantes formé par les 3 composantes U, V, W, qui contiennent les points du cycle attractif de points, U s'envoyant sur V par une application 2, 1, V s'envoyant sur W et W revenant sur U par des bijections. La frontière du lapin, l'ensemble de Julia proprement dit, s'envoie sur lui-même par cette dynamique par une application 2-1. C'est l'application Z donne Z2 plus C qui consiste à faire d'abord ρ donne ρ2, ce qui étire le lapin, puis θ donne 2θ, qui est l'application de type 2-1 qui redonne au lapin sa forme, et enfin la translation qui le remet en place. On peut naturellement faire d'abord θ donne 2θ, application de type 2-1, qui à partir de la moitié du lapin reconstitue le lapin tout entier mais déformé. Ensuite, ρ donne ρ2 lui redonne sa forme, et la translation le remet en place. On peut faire les opérations simultanément et garder la conformité, mais de toute façon, il suffit de la moitié du lapin pour obtenir le lapin. Cette moitié peut être obtenue en coupant par n'importe quelle droite passant par l'origine, que l'ensemble soit connexe ou non, de toute façon, il se reconnectera à la fin. La chose importante est que sur 2 points symétriques, on en ait choisi un. L'application Z donne Z2 plus C qui sert à définir le lapin est définie non seulement dans le lapin, mais également à l'extérieur. Pour l'étudier à l'extérieur, on va prendre un langage issu de l'électrostatique. On peut imaginer un condensateur dont l'âme soit constituée par un prisme profilé exactement de façon à avoir pour section le lapin. Il se produit alors un potentiel et on peut regarder les équipotentiels. Les équipotentiels sont précisément
les courbes dont on s'est servi pour colorier l'extérieur du lapin en fonction de la vitesse avec laquelle les points s'échappent. On peut les construire et construire également un système de carottes externes, exactement comme on l'a fait pour les carottes internes, en prenant un secteur sur l'axe réel à droite et ses images réciproques. Ceci définit une graduation du complémentaire du lapin par des arguments externes qui définissent des rayons externes qui ne sont pas autre chose que les lignes de champ du champ électrique créé par ce condensateur. Ceci permet de définir pour chaque point à l'extérieur un argument externe qui désigne le moment où le rayon externe qui tourne balaye ce point. Ce rayon externe balaye l'extérieur du lapin d'une façon qui n'est pas uniforme. Il s'attarde sur les pointes et il fouette, au contraire, les fjords de façon très rapide. C'est le pouvoir des pointes, bien connu en électrostatique. On obtient ainsi des coordonnées sur l'extérieur du lapin qui sont analogues aux coordonnées polaires dans l'extérieur d'un cercle. La dynamique à l'extérieur du lapin est définie de la façon suivante. On peut repérer un point par son potentiel et son argument externe, de la même façon qu'on peut repérer un point à l'extérieur du cercle par son module et son argument au sens ordinaire. Il faut penser plutôt au logarithme du module. C'est celui-là qui va jouer le rôle analogue au potentiel. En comparant ces deux grilles, on a une correspondance entre l'extérieur du lapin et l'extérieur du disque unité qui conjugue l'application Z donne Z2 plus C à l'application simplement Z donne Z2 à l'extérieur du cercle unité, c'est-à-dire qui transforme la première application dans la deuxième. Or, la deuxième est beaucoup plus facile à comprendre. Ceci donne donc une façon de comprendre complètement la dynamique à l'extérieur du lapin. Les rayons externes du lapin, d'arguments 1/7, 2/7 et 4/7, aboutissent tous les trois au point alpha. On peut définir une relation d'équivalence entre les angles en disant que deux angles sont équivalents si les rayons externes correspondants pour le lapin aboutissent au même point. Ainsi, les points 1/7, 2/7 et 4/7 sont équivalents. Nous allons représenter chacune de ces classes d'équivalence par un triangle curviligne dans le disque unité. Par exemple, les points 1/14, 11/14 et 13/14 sont équivalents. Ceci nous donne un deuxième triangle. Et à chaque fois qu'on a un des points qui tombe en un temps fini sur alpha, il nous donne trois rayons externes, donc une classe d'équivalence. On obtient ainsi un grand nombre, en fait une infinité, de classes d'équivalence. Chacune est représentée par un triangle. On peut considérer ceci comme une relation d'équivalence sur le cercle unité, ou même la prolonger sur le disque en décrétant que chacun de ces triangles est une classe d'équivalence. Si on contracte chacun de ces triangles en un point, donc si on fait le quotient du disque unité par cette relation d'équivalence, on reconstitue topologiquement le lapin.